Donc Jean-Marc Serfati, je suis actuellement le directeur national de l'UNSS, mais si je devais refaire un petit parcours de plus de 35 ans maintenant, je crois, au sein de ce beau ministère, ou au sein du ministère des Sports. J'ai un parcours tout simple, 10 ans de professeur d'EPS, sorti du concours en 1989, 10 ans de professeur d'EPS, et une opportunité parce que l'école c'est aussi cela, de rencontrer le badminton au moment où je suis professeur stagiaire, de m'attacher à cette activité et de l'approfondir au point d'en devenir un expert et de basculer en 1999, 10 ans après, donc auprès de la Fédération française de badminton comme entraîneur national des jeunes, avec la responsabilité d'un pôle France. Et déjà, au final, ma première confrontation au double projet, c'est-à-dire à la fois de m'occuper des jeunes qui étudient et des jeunes qui s'entraînent pour performer. Et j'y resterai 2 Olympiades et je réintégrerai l'éducation nationale. D'ailleurs, excusez-moi, pendant ce parcours-là, j'ai décidé de passer l'agrégation. C'est-à-dire au moment où je suis entraîneur national, je prépare et je présente l'agrégation d'éducation physique et sportive parce que j'ai toujours pensé que l'éducation physique et sportive était un formidable levier de développement de la performance sportive parce qu'on regardait le sujet et donc on arrivait à personnaliser les entraînements. Donc je pense que le PS a beaucoup apporté au sport de haut niveau. Ça a pu être polémique à un moment, donc c'est toujours intéressant de se le rappeler. Et donc je réintègre l'éducation nationale et je suis réintégré en tant que chargé de mission auprès des inspecteurs de l'Académie de Paris, des inspecteurs pédagogiques régionaux d'EPS, de l'Académie de Paris pour m'occuper du développement et de la mise en œuvre des sections sportives scolaires. Un texte que j'avais travaillé en 1994 au moment où justement où le monde du sport et le monde de l'éducation se séparaient dans les parcours de renforcement sportif des élèves. Et donc c'était intéressant de voir que l'Académie de Paris, qui était un peu à la traîne là-dessus, me demande de venir en mission auprès d'eux pour installer au final ce qui sera mon cœur ensuite de métier permanent qui m'aura animé tout au long de ma vie, c'est d'avoir la capacité à pouvoir garder un élève en équilibre en ayant une jambe dans le sport et une jambe dans l'éducation. Et donc je mets en place tout le dispositif au sein de l'Académie de Paris, ce qui m'amène à prendre des responsabilités, des initiatives et sur la proposition des inspecteurs de présenter le concours d'IAIPR-EPS que j'obtiens en 2010 et qui me fait basculer en responsabilité dans l'Académie de Créteil dans laquelle je vais passer 13 années en tant qu'IAIPR-EPS avec la charge, bizarrement, là encore une fois, ce parcours m'aura suivi tout au long de ma vie, de m'occuper de la scolarisation des élèves de l'INSEP et donc de nouveau ce double cursus de formation sportif et scolaire à mettre en œuvre de manière équilibrée. En 2021, après ce parcours à l'inspection pédagogique régionale, dans lequel je suis passé par des missions particulières, comme délégué académique à l'action sportive, à l'olympisme et au paralympisme, avec l'arrivée des Jeux de Paris 2024. Nous serons à Créteil la première académie à produire un document, un programme héritage, un programme d'impulsion pour un héritage. C'est aussi dans cette académie que nous expérimenterons ce qui deviendront les 30 minutes d'activité physique quotidienne, parce qu'on se posait la question de l'EPS tout au long de la vie de l'élève, et on avait bien perçu aussi ce déficit, et notamment à travers les cités éducatives, de la problématique que rencontraient les élèves des milieux les plus défavorisés en l'absence d'une EPS quotidienne à l'école. Voilà, donc ça nous a inspiré, et ça nous a permis aussi de développer des originalités. Et en 2021, je serai candidat reçu à un poste à l'inspection générale, et donc nommé par le président de la République à l'inspection générale. Et je resterai inspecteur général jusqu'à ma prise de fonction à l'UNSS. Mais dans cette mission d'inspecteur général, je deviendrai le référent ministériel aux Jeux Olympiques en charge de l'héritage, et notamment des dispositifs que vous avez bien connus, qui sont la généralisation des 30 minutes, donc l'expérimentation menée, la mise en œuvre et la proposition des tests d'évaluation des qualités physiques des élèves, qui sont aussi des sujets polémiques, mais qui auront porté à un moment donné la question de l'EPS et du sport en discussion pendant toute cette Olympiade, et ça c'est très très enrichissant, je pense, pour la discipline. Et évidemment le sport-études avec la scolarisation des élèves sportifs de haut niveau qui ne se faisait plus dans la mesure du possible, mais par la loi devenait un droit.
Et donc cette posture de référent ministériel trouve un terme à la fin des Jeux, ce qui est normal. Et donc le poste à l'UNSS était vacant. Je pense que j'avais quelque chose à apporter à l'UNSS au regard du parcours que j'avais, qui était toujours dans cette passerelle entre le monde du sport et le monde de l'école. Et n'est-ce pas là le rôle de l'UNSS aussi, que de sensibiliser les jeunes, les éduquer ou les former, puis les engager vers cette émancipation sportive, pour que dans leur quotidien, une fois qu'ils ne sont plus élèves et qu'ils sont de jeunes adultes, le sport garde une place prépondérante. Donc je pense que en candidatant à l'UNSS, je pouvais continuer à porter ce message-là et surtout le construire et conduire la politique qui allait pouvoir le faire réussir. Alors j'arrive à l'UNSS dans une situation qui est très dégradée, hein, tout le monde le sait, à la fois une UNSS éclaboussée par des scandales et puis un déficit budgétaire important, quoi, en fait. Donc du coup on est sur une situation où on a une perte de confiance à l'interne comme à l'externe, alors que c'est un formidable outil d'éducation par le sport. Parce que ça a été un sujet hyper intéressant du point de vue des politiques, où à un moment donné les fédérations se sont mises à parler de performance sociale. Il faut juste rappeler une chose, c'est que l'UNSS est la première fédération à mission, et la seule et unique fédération à mission, puisque c'est par décret que sont votés ces statuts, et que dans ces statuts, on a défini la mission de l'UNSS comme étant celle qui faisait de l'éducation par le sport, et qui devait s'adresser à la masse, au plus grand nombre d'élèves. Donc on voit bien que c'était... et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 1975. Donc on peut penser que la question des missions des associations était d'ores et déjà posée, et au final, on a ici à l'UNSS quelque chose qui y répond. La feuille de route, donc du coup, elle en devient très très simple, hein. Elle est très claire, c'est consolider la structure, c'est indéniable. Alors consolider la structure, ça va passer par à la fois retrouver un équilibre financier, c'est indéniable, ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve un équilibre qui nous permette d'envisager des projets d'avenir, et pas uniquement de penser à combler les dettes, et du coup de réduire la voilure, donc de réduire la mission, in fine, d'éducation par le sport, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est moins ambitieux pour les enfants aujourd'hui qu'on ne l'était hier, l'ambition reste la même. Donc il faut retrouver une adéquation, par contre, donc retrouver un équilibre. Ensuite, il faut, la deuxième partie de la mission, c'est de rassurer l'ensemble des acteurs. Quand je dis l'ensemble des acteurs, c'est à la fois les administrateurs de l'association, puisque c'est une association qui est majoritairement administrée par l'État, puisqu'elle rend une mission de service public, mais il y a d'autres administrateurs qui sont aussi essentiels à la structure, que sont les professeurs d'EPS, qui sont représentés dans la gouvernance, qui sont les organisations sociales du sport, les organisations syndicales aussi qui représentent aussi les enseignants d'éducation physique et sportive, qui sont présents, mais aussi des représentants des ministères de l'Agriculture, qui sont nos partenaires. Là où on trouve du sport à l'école, in fine, on retrouve des acteurs avec lesquels on travaille. Et c'est eux, ils ont besoin d'être rassurés, mais on a besoin aussi de rassurer à l'interne, c'est-à-dire à la fois, il faut se rappeler que l'UNSS est une organisation déconcentrée d'un service public d'éducation par le sport. Ça veut dire qu'ici, à la nationale, on associe à la nationale par lien fonctionnel des enseignants d'EPS qui occupent des fonctions de chefs de services territoriaux, donc des services territoriaux de l'UNSS au niveau académique et au niveau départemental. Et eux, à un moment donné, avaient perdu le cap, avaient perdu le sens de leur action. Et il a fallu aussi reconstruire cela, les rassurer. Et c'est pour cela que dès mon arrivée, j'ai mis en place un séminaire des cadres qui s'est déroulé début octobre, mais avec l'ambition de leur redonner tout simplement le sens de leur action au quotidien. Voilà, donc, et puis derrière, in fine, c'est de retrouver des activités pour les élèves qui correspondent à une mission d'éducation par le sport qui se différencie de la championite. Voilà, nous ne sommes pas là pour faire des champions, ce n'est pas notre mission. Ça ne veut pas dire que la compétition n'est pas un lieu d'éducation. Donc il peut y avoir des compétitions à l'UNSS, mais de conférer à la compétition sa mission d'éducation. Et donc la compétition, c'est un lieu de formation, et un lieu d'éducation, c'est là où on apprend la règle, où on la met en œuvre. C'est à travers ces compétitions aussi qu'on peut former
tout ce qui se joue en périphérie, qu'il s'agisse de la sécurité des pratiquants, qu'il s'agisse de l'arbitrage ou du juge arbitrage ou du juge tout simplement de ce qui se produit sur le terrain de sport, mais qui se joue aussi dans la périphérie de l'activité elle-même, c'est-à-dire se préparer à, donc toutes les questions de santé et de sécurité sont questionnées à travers nos rencontres et nos compétitions. Donc toute cette démarche-là, il faut essayer de lui redonner du sens. Voilà, pour cela, j'ai réorganisé de suite la gouvernance ici, à l'interne de la direction nationale, et je recommence à retravailler le programme de l'UNSS qui est déjà là, à travers sa vision du plan national de développement du sport scolaire. Aujourd'hui, j'ai 3 chefs de projet. J'ai une chef de pôle administration-finance, j'ai un chef de pôle éducation et engagement, sur tout ce qui va toucher à partager plus que du sport. Et j'ai aussi un chef de pôle rencontre et compétition. Autour de moi, ces 3 personnes-là constituent le comité de direction de l'UNSS aujourd'hui. Ça veut dire que la décision n'est pas celle du directeur, mais les décisions sont toujours partagées pour pouvoir mesurer, pour chacune des propositions, l'impact éducatif, l'impact sportif, l'impact financier et les conséquences, du coup, administratives d'organisation de nos rencontres ou de nos compétitions. Donc nous avons essayé de travailler dans cet esprit-là pour redonner aussi de la clarté à ce que nous produisons. Je crois que d'abord il faut remercier tous les collègues qui dans le territoire ont maintenu le service public d'éducation par le sport alors que la tempête était là. Et donc les collègues ont maintenu, et mieux que maintenir, si on se base essentiellement sur les chiffres, ils ont fait progresser la structure, puisque depuis la période Covid, nous vivons un accroissement du nombre de pratiquants licenciés à l'UNSS. Pour finir l'année dernière à 1 200 000 jeunes qui sont licenciés à l'UNSS, c'est-à-dire qu'on on a dépassé les chiffres d'avant Covid. Donc ça veut dire que la structure en elle-même, elle a été bousculée en interne, les hommes et les femmes ont été bousculés, pour autant, ils sont restés engagés sur leur mission de service public. Et ça, il faut le reconnaître et il faut les en remercier. Après, quelles étaient leurs attentes ? Franchement, elles étaient très très simples. C'est, monsieur le directeur, donnez-nous un cap. Dites-nous vers quoi devons-nous tendre. Quel est le service public véritablement que vous souhaitez définir pour que les bénéficiaires que sont les élèves puissent le recevoir. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous mettez en place en termes de procédure, en termes de contrôle, en termes d'accompagnement, en termes de formation, pour garantir que le bénéficiaire, qui s'appelle un élève chez nous, puisse recevoir le service. Eh bien, ça a été tout l'enjeu du séminaire. Pour cela, il a fallu tout simplement les repositionner. Et c'est ce qu'ils attendaient, je pense. Et moi, j'ai souhaité les repositionner en tant que conseiller technique des recteurs et des DAZEN, qui est aujourd'hui leur appellation, il faut se rappeler de ça. Depuis 2014, ils sont conseillers techniques des recteurs et des DAZEN sur les questions de sport scolaire. Donc c'est ce qui se passe. Et sur la question des jeunes, on peut dire que leur conseil est prédominant, puisque nous sommes la première fédération à toucher le plus grand nombre de jeunes entre 11 et 17 ans. C'est-à-dire que notre conseil est bien supérieur à celui du ministère des Sports lui-même, qui lui le délègue à des fédérations. Mais nous, si on devait avoir une expertise sur les représentations des jeunes, sur la manière d'appréhender le sport ou de le vivre, eh bien, je pense que les professeurs de PS qui jouent ce rôle-là de directeurs régionaux et départementaux peuvent jouer un rôle de conseil. Mais pour pouvoir le jouer, il fallait qu'eux soient aussi imprégnés de ce qu'est une académie, comment elle se pilote, comment elle s'organise, quels sont ses moyens, et ensuite, comment cela se délègue au niveau départemental auprès d'une direction des services départementaux, dans lesquels ils vont retrouver des collègues du SDGS, donc des services départementaux de l'engagement et de la jeunesse et des sports, qui eux, naturellement, ont été repositionnés presque comme un service conseil au sport. Bien non, en fait, ils sont conseils au sport sur ce qui est extra. Mais c'est ce qui se joue dans l'école. Il fallait qu'on redonne cette place à nos collègues conseillers techniques. Mais pour vous devenir conseiller technique, il faut appréhender les outils de pilotage. Il fallait appréhender les outils de gestion financière. Et donc ce séminaire
j'ai souhaité le faire et le conduire à l'Institut, donc on appelle l'IH2EF, qui sont l'Institut des hautes études, des études et de la formation, pardon, donc de la formation de l'éducation nationale, donc des cadres supérieurs de l'éducation nationale. Et donc on a fait intervenir devant nos collègues, professeurs de PS, ceux qui font l'éducation nationale aujourd'hui, qui la pilotent et qui l'évaluent. Donc ce sont des secrétaires généraux, des DAZEN, des inspecteurs généraux et l'ancien président du conseil d'évaluation de l'école qui sont intervenus devant les collègues pour leur donner tout ce qui se jouait dans l'école, pour leur donner l'environnement, leur clarifier l'environnement et donc leur permettre ensuite de rendre leur mission. Et donc nous avons fait à la fois de l'information, de la formation et nous avons fait des ateliers pratiques de mise en œuvre avec des DAZEN qui se sont portés volontaires pour nous accompagner dans cette formation. Et ça a permis de reconnecter tout le monde et de redonner du sens à la mission. À la fois la mission de l'école, à travers les recteurs et les DAZEN qui étaient à nos côtés, mais aussi la mission du sport dans l'école de la République. Je crois que je pourrais dire quand même un petit mot à décharge pour Olivier Giraud, parce qu'en fait, il a posé sa candidature et il a été désigné, mais je crois que on a juste oublié quelque chose à un moment donné, potentiellement, c'est de se rappeler pourquoi avait été créée cette fédération. Et cette fédération, elle avait été créée pour répondre à une capacité du ministère de l'Éducation nationale à garantir le sport pour le plus grand nombre. C'est la création de l'UNSS, c'est ce qui a fondé l'UNSS. Et que derrière, les textes qui ont organisé l'UNSS ont garanti le service public. Ça veut dire qu'on a créé une UNSS, on a déconcentré son service, on a permis la mise à disposition de professeurs de PS pour garantir le lien dans la continuité pédagogique du service. C'est le même professeur qui est celui qui instruit et celui qui éduque par le sport. C'est le même, au bout de la chaîne. Et ensuite, on a imposé par le Code de l'éducation, sur le chapitre des établissements scolaires, que soit créée une association avec obligation d'affiliation à l'UNSS. Ça veut dire qu'à partir du moment où on pense le sport scolaire par l'UNSS, on le pense sur toute la chaîne et on le garantit parce que c'est le même professeur qui est du début à la fin. Donc en fait, on se garantissait de rendre un service qui correspondait non pas à un objet sport, mais à des élèves accueillis en lien avec l'article 1er du Code de l'éducation, c'est-à-dire l'obligation d'accueillir tous les élèves dans l'éducation. Tous les élèves. Et donc d'adapter non pas l'élève, mais d'adapter l'objet. C'est pour ça qu'on a des formes de pratiques scolaires à l'UNSS qui sont très différentes du monde fédéral. Et si on n'a pas ça en tête quand on prend la direction de l'UNSS et qu'on veut caler les modèles d'objets sportifs que sont les modèles fédérés des fédérations, qui elles-mêmes sont des déconcentrations de vision modélisée à l'international, eh bien on ne répond pas aux enjeux de l'éducation par le sport, puisqu'on ne répond pas aux élèves. Et on essaie de faire rapprocher des élèves à un modèle. C'est pas comme ça qu'on réussit. La question est intéressante, elle est complexe en même temps, parce que pour rendre un service public d'éducation par le sport, l'État a engagé beaucoup de moyens. Il a d'abord mis 3 heures à l'emploi du temps de chaque professeur de PS pour se garantir que le service d'éducation par le sport soit délivré à tous. Si on multiplie cela par les 36 000 professeurs de PS, vous voyez à peu près le niveau de l'investissement. On ne peut pas le calculer de manière très fine parce qu'il faudrait calculer pour les agrégés différemment des certifiés, et en fonction de l'évolution de la carrière. Parce que donc, en fait, le taux horaire pourrait être revalorisé, et ça c'est un investissement unique au monde, qu'on pourrait estimer autour de 240 millions d'euros. C'est pas anodin. Aujourd'hui, donc l'État a véritablement rempli sa mission déjà de ce premier niveau-là. Donc déjà, ça nous a permis quoi, ce niveau-là? Ça permet de garantir que les cotisations au plus près de l'élève soient les plus petites possibles. Et qu'au final, l'adhésion au sein d'une AS, coût moyen entre 20 et 21 euros aujourd'hui, sur le territoire national, ça fait de l'UNSS quasiment la fédération la moins chère en matière de cotisation d'adhésion. Ensuite, elle a développé un principe, c'était de se dire que pour le garantir à tous les élèves, on ne pouvait pas faire de la licenciation individuelle. Et ça a été pensé assez tardivement, c'est plutôt dans les années 2012, 2013 de mémoire, je vais le dire comme ça, où le fameux contrat licence a été créé. Mais il est venu
accentuer l'ambition de donner à tous les élèves. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est fondé sur deux grands principes. Le principe, c'est de considérer tous les élèves d'un établissement scolaire comme étant potentiellement licenciables. Parce que, cohérence entre l'article 1er du Code de l'éduc et le service public d'éducation par le sport, création de l'UNSS. Ensuite, se dire que les élèves ne sont pas toujours disponibles, parce que l'offre du mercredi après-midi, on voit bien qu'elle a été bousculée par les réformes du lycée et du lycée professionnel, du lycée général et technologique et du lycée professionnel. Donc, à un moment donné, la permanence du mercredi a été bousculée. Ce qui n'interdit pas d'avoir une offre repensée. Mais voilà, le mercredi a été bousculé. Donc du coup, on se retrouve avec une majorité de collégiens, un peu moins de lycéens, et un peu moins de lycéens de la voie professionnelle. Mais pour autant, il faut rendre le service public à tous ceux qui le souhaitent. C'est-à-dire tous les élèves qui souhaitent adhérer doivent pouvoir le faire. Donc le contrat licence, au final, il reprend un principe de mutualisation. C'est-à-dire qu'en fait, il fait en sorte que les académies où on a potentiellement énormément de licenciés, comme on n'a qu'une seule maison UNSS et que tout est centralisé ici, donc ça veut dire que toutes les dépenses qui se font dans tous les territoires sont considérées et que toutes les recettes sont considérées au niveau national. Eh bien, ça veut dire qu'on peut permettre une redistribution là où on rencontre le plus grand nombre de difficultés. Alors, redistribution au niveau national à part de niveaux. Alors, on a créé un fonds spécifique, mais ça ne suffira jamais, ce fonds spécifique. Parce que la problématique, c'est aujourd'hui de regarder qu'est-ce qui fait désengager les élèves du lycée pro et du lycée général de leur participation à l'UNSS, et qu'est-ce qui fait la réussite du collège. Parce que la réussite du collège, elle est réelle, elle est constatée. Et si je reprends tout ça sur une base, aujourd'hui, je suis à 30 élèves par professeur, au niveau moyen. 30 élèves par professeur au niveau moyen, on est plutôt pas mal. Je touche 1 200 000 élèves sur un potentiel de 5 900 000 élèves. Mais dans les faits, je sais qu'avec les réformes du lycée général et technologique et les réformes du lycée pro, il y a beaucoup d'élèves qui sont mobilisés. Il faudrait que je le calcule de manière plus fine, mais sur les 5,9 millions, je ne les ai pas réellement. Donc au final, on peut dire que les taux de participation des élèves à l'AS et donc aux activités de l'UNSS sont plutôt bons. Ponctuellement, quand je compare mes chiffres de permanents, licenciés permanents à 1 200 000 et les élèves qui ont été touchés par une activité, un événement de l'UNSS, je passe de 1 200 000 à 1 700 000. Ça veut dire que quand je fais des événements ponctuels, j'arrive à toucher plus d'élèves. Bizarrement, quand je vais regarder de manière plus fine, ça correspond aux élèves que je n'arrive pas à avoir de manière permanente, les lycées et les lycées pro. Ça me fait réfléchir à quoi ? Ça me fait réfléchir que si ces AS sont en difficulté, parce qu'elles sont principalement là, dans le lycée pro, faut se dire les choses, c'est très peu, quasiment pas de collège, et massivement du lycée pro, il faut que je revoie mon offre. Ma problématique, elle est pas de réfléchir à combien je coûte, elle est de réfléchir à quelle est mon offre pour garantir la participation de ces élèves-là. Aujourd'hui, je dirais que l'analyse que j'en fais, moi, aujourd'hui, c'est que l'UNSS a proposé un modèle unique du collège jusqu'au lycée, avec des formes de rencontres, des formes de compétition. Quand elle produit des événements, et je vais tirer un exemple tout récent, la lycéenne, cet événement qui rassemble des filles. Comment se fait-il que dans l'Académie de Toulouse, j'ai réussi à rassembler à Albi, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, 4 374 jeunes filles autour d'un événement. Donc ça veut dire qu'on a besoin de réfléchir à de nouvelles formules. Parce que quand on propose des choses intéressantes, les élèves répondent présentes. Elles nous en font la démonstration. Donc à nous de réfléchir sur l'offre. Donc j'ai demandé à mes chefs de pôle, donc Édouard Andréassian pour éducation et engagement et Cédric Ayer sur les rencontres et compétitions, de produire une réflexion en interne chez nous, de façon à réfléchir et ensuite partager avec nos administrateurs, évidemment, et surtout avec des professeurs de terrain, quelles évolutions pourrions-nous porter à notre offre de lycée et de lycée pro pour garantir une adhésion massive et de fait faire disparaître ces AS sans difficulté. Parce qu'au final,
si je regarde, et je le regardais encore hier, sur un établissement où il y a 600 élèves, si je licencie 63 élèves, je peux être en capacité, avec une cotisation moyenne autour de 20 à 25 euros, je suis à l'équilibre financier sur le contrat. Je suis à l'équilibre. Ça veut dire que je paye ce que je dois à l'UNSS pour pouvoir fonctionner, pour licencier tous les élèves du collège. Je rappelle que le contrat licence ouvre le droit de licencier tous les élèves du collège. Donc en fait, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à une stratégie qui permette de maintenir une cotisation de niveau faible, mais qui garantisse l'idée que le service public est rendu dans tous les territoires et dans tous les établissements publics qui sont de fait affiliés à l'UNSS. 2010, création de la JNSS, circulaire juin 2010, si ma mémoire est bonne. Donc création de la Journée nationale du sport scolaire, faire connaître le sport à l'école, l'impact il est hyper important pour que les familles puissent avoir un choix. Voilà. Pour moi, la date elle est tardive. Si je devais choisir, si vous me demandiez mon avis personnel, je dirais que ce serait le premier mercredi de l'année. Dès qu'on met les pieds dans l'école, il faut savoir que dans un établissement scolaire, il y a un volet instruction publique, il y a un volet éducatif, il y a un volet autour des valeurs, et il y a le volet sportif du projet de l'établissement. Et sur le volet sportif du projet d'établissement, c'est la vie de l'AS. Voilà. Et donc l'État a souhaité faire cela. Pourquoi les familles seraient informées des éléments de rentrée, de ce qu'on doit mettre dans le cartable, presque avant la rentrée, et qu'ils n'auraient l'information sur la JNSS qui viendrait que 3 semaines après, sur ce qu'on fait dans le sport à l'école? Donc pour moi, stratégiquement, je pense qu'il faudrait l'avancer. Mais pour pouvoir l'avancer, vous avez raison, il faut qu'elle soit anticipée. Il faut qu'elle soit anticipée. Aujourd'hui, c'est mon ambition. Et nous allons, dans commun accord d'ailleurs avec la tutelle, donc le ministère de l'Éducation nationale, nous allons provoquer une réunion de travail autour de la JNSS pour mieux définir ses finalités, mieux définir ses objets, améliorer la communication autour de cette journée-là, mais de se retrouver dans le même temps que dont disposent toutes les associations lambda qui sont dans l'extrascolaire pour se présenter aux familles. Voilà, donc nous on peut très bien faire des annonces en juin et avoir préparé les choses pour la rentrée de septembre. Et la rentrée de septembre, pour moi, c'est la première semaine. Si on a réussi à déplacer 200 000 élèves aux Jeux paralympiques sur la première semaine de la rentrée, une JNSS, ça devient vraiment ridicule à côté. Donc je pense qu'on a les moyens de faire quelque chose. Mais encore une fois, ça passe par une anticipation. Il ne faut pas prendre les services à la gorge. Il faut que tout cela se prépare dans un temps long. Mais quasiment quand on a fini la JNSS de la rentrée 2025, on devrait se mettre en préparation de la JNSS de la rentrée 2026. C'est une réorganisation des services que nous avons à faire. Et j'ai vu beaucoup de chefs d'établissement plutôt dire tout le bien qu'ils pensaient de ce dispositif, d'avoir une AS au sein de l'établissement. Il y a quand même de nombreux chefs d'établissement qui disent que les professeurs de PS sont de véritables leviers dans l'établissement pour garantir tous les éléments de la vie éducative, voilà, de la vie sociale et sportive. Et donc après, c'est la problématique plus de jouer le rôle de président, c'est-à-dire aujourd'hui, ça consiste à quoi cette mission-là? Qu'on leur confère eux-mêmes, ils tombent dedans. Ce que j'évoquais tout à l'heure pour les professeurs de PS qui sont devenus conseillers techniques de recteur et de DAZEN, ça ne s'improvise pas. Et donc je pense qu'on a un déficit de formation initiale, des PERDIR, sur cet objet-là. Et donc on est en train de... Alors ici à l'UNSS, il a toujours existé une commission nationale des chefs d'établissement qui sont le relais vers les autres collègues. On a peut-être besoin aujourd'hui d'avoir aussi ce relais-là auprès de l'IH2EF, de façon à ce que tous les nouveaux personnels de direction, quand ils deviennent personnels de direction, on puisse leur donner un temps. On n'a pas besoin d'un temps long, hein. Une information sur 2 heures suffirait largement à leur donner toutes les clés de l'intérêt à pouvoir être ce président et ce chef d'établissement en même temps. Voilà, parce que là, au final, ils détiennent les clés de la mission d'éducation par le sport au sein de leur établissement. Et l'association sportive, s'ils en font vivre leurs instances, c'est-à-dire l'Assemblée générale et le comité directeur, ils mettent en œuvre au final le travail de la personne morale qu'est l'AS et leur responsabilité personnelle n'est plus engagée. Voilà, à titre personnel, en tant que monsieur ou madame X,
Voilà, ils ne sont pas engagés à titre personnel, mais il faut leur expliquer comment faire vivre leurs instances et quels sont les moments les plus importants pour les faire vivre, et s'appuyer ensuite sur les professeurs de PS pour animer justement cette vie associative et avoir des rencontres régulières. Il n'y a pas besoin de tant de rencontres que ça, puisque nous on fait 2 conseils départementaux et 2 conseils régionaux à l'année. Il faudrait qu'on arrive à peu près à avoir le même rythme sur nos comités directeurs au sein des établissements scolaires. En amont, puisqu'on est censé faire remonter dans nos conseils départementaux la vie de nos AS, il faudrait qu'on arrive à intercaler dans notre calendrier professionnel des uns et des autres, des professeurs de PS comme des chefs d'établissement, une rencontre pour faire un point de nos AS. Là encore, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est sur la formation qu'on a faite là sur le séminaire, c'est d'avoir la bonne lecture des indicateurs du territoire. Et dans les indicateurs du territoire, il y a à la fois où sont nos élèves, comment sont organisés nos établissements, où est-ce qu'ils sont tout simplement positionnés, parce que je dirais le gros avantage de l'éducation nationale, c'est d'être partout, mais parfois d'être la seule offre sportive aussi, de manière très isolée. Je pense particulièrement aux territoires éducatifs ruraux, dans lesquels on trouvera un collège, mais on ne trouvera pas forcément un club. Donc on trouvera une AS, mais pas forcément un club relevant d'une fédération. Donc ça veut dire que nous sommes les seuls potentiellement à pouvoir rendre ce service public d'éducation par le sport, dans ces territoires-là. Pour autant, comme on a mis la socialisation des élèves au cœur de notre mission, ça veut dire que la rencontre est au cœur aussi. Et donc on ne veut pas proposer du sport à ces élèves-là et les laisser dans leur environnement quotidien, parce qu'à un moment donné, ils vont se lasser. Quelque chose qu'on mangerait tous les jours, si on vous servait tous les jours le même repas, à un moment donné, vous n'auriez plus d'appétit. Et bien donc la rencontre vient nourrir les élèves d'une envie de s'émanciper, d'une envie d'aller plus loin et d'une envie de rencontrer d'autres élèves. Donc on a besoin de les déplacer. C'est un besoin vital pour faire de la cohésion sociale au niveau national. Et surtout pour permettre à ces élèves-là de rencontrer la différence et de vivre avec des différences. C'est hyper important pour faire société. Et donc on a besoin de les déplacer. Ce coût des déplacements aujourd'hui il devient exponentiel et exorbitant. On a un vrai sujet. Donc il faut voir aussi la place qu'occupent nos rencontres de niveau district, parce qu'on peut se déplacer sans aller très loin. Voilà, on peut se déplacer sans aller très loin. Aujourd'hui, quasiment tous les services départementaux visent à investir plutôt dans des petits minibus qui permettent de faire de la rencontre de proximité, qui permettent de déplacer des élèves en proximité à moindre coût. Voilà. Mais par contre, dès qu'on passe sur le 10e élève, on est obligé de faire appel à des transporteurs. Aujourd'hui, la structure, comme elle est faite à l'UNSS, si l'UNSS se charge des transports, elle est obligée de passer par un appel d'offres et un marché public. Parce que je vous rappelle qu'elle est elle a une seule comptabilité, et elle est nationale et elle est générale. Ensuite, derrière, on délègue des moyens au territoire pour de la mise en œuvre. Donc ça veut dire que le marché public, on est obligé de le passer au niveau national. Ça a un coût. Ça a un coût, et c'est ce qui a été perçu d'ailleurs par l'ensemble des collègues sur le territoire comme étant une nouvelle charge qui n'existait pas hier, dans laquelle on avait plus de souplesse. Il y a d'autres moyens de le faire. Je vous rappelle que l'UNSS, elle est une et indivisible. Par contre, chaque AS est autonome et indépendante, puisqu'elle est personne juridique. Elle est déclarée en préfecture. Donc si demain on faisait comme dans le milieu fédéral, on renvoyait au club, donc à nos AS, l'organisation de leurs déplacements, elle pourrait sortir du marché public. Donc si demain des AS veulent financer le déplacement, elle pourrait le faire. À nous de voir maintenant comment accompagner nos AS pour se garantir que ce financement soit possible. Ça peut être une des pistes, explorer et à regarder de près. Voilà. Mais ça engage encore plus la responsabilité des chefs d'établissement et des professeurs de PS. Donc ça demande de l'accompagnement. On ne peut pas le faire, on ne peut pas le décréter sans l'accompagner. Donc il faut mesurer l'impact de ces propositions-là. Pour moi, c'est indéniable. Sur la partie développement, parce que malheureusement, sur la partie formation à la performance sportive et sur la partie performance sportive, les modèles internationaux, on doit y coller, quoi. C'est à un moment donné, un match de football international ou un match de badminton international, ça reste un match de football et de badminton international avec des règles, des durées, etc. Et il faut être performant dans ce cadre. Et donc la performance dans ce cadre,
ça relève de la mission des fédérations, pas de celle dont j'ai la direction. Par contre, quand je regarde le Handa 4, ça a été pensé par des professeurs de PS. Certes, ils ont une implication fédérale, mais ça a été pensé par des professeurs de PS. Et moi, ce que je retiens de cela, c'est que malheureusement, la disparition des professeurs de PS dans les clubs et dans les instances des fédérations, puisqu'ils sont de moins en moins nombreux, et ça c'est, moi je l'évalue depuis les années 85, création du corps des professeurs de sport, etc. Donc un corps particulier qui est créé au ministère des Sports, et derrière, potentiellement une histoire où le PS qui était très présente, puisqu'elle était jeunesse et sport avant 81, notre PS, et après 81, elle devient ministère de l'Éducation nationale, discipline d'enseignement obligatoire, réelle plus-value pour tous les élèves, et donc pour tous les enfants de France. Mais derrière, progressivement, elle disparaît de l'engagement sportif. Et le pire du pire, c'est que hier encore, quand j'étais président de concours, je m'amusais, c'était d'ailleurs plus amusant à la fin, je demandais aux étudiants qui arrivaient là pour présenter l'agrégation externe de lever la main de ceux qui étaient investis à l'extérieur dans un club sportif ou une association d'éducation populaire qui utilisait le sport comme un levier d'éducation. C'était juste irrecevable pour moi. C'est-à-dire que on arrive à avoir aujourd'hui des professeurs de PS qui ne connaissent pas la vie associative. Et c'est parce qu'ils sont très, très, très minoritaires. Donc, il y a peut-être une question à se poser sur la filière de formation initiale en STAPS. Est-ce qu'un passage par la vie associative ne devrait être pas un passage obligatoire pour garantir que le professeur de PS soit à la fois compétent sur les 17 heures, mais aussi compétent sur les 3 heures? C'est une réflexion. Voilà. Quand vous disiez on n'a pas de pétrole mais on a des idées, on doit avoir aussi des idées du côté pour le secteur sport, mais on peut avoir aussi des idées chez nous, pour notre université et pour nos STAPS, en se disant que le désengagement des professeurs de PS, ça ne doit pas être une fatalité, et il faut pouvoir produire aujourd'hui, si on est véritablement les garants de la culture, voilà, du corps et de la culture citoyenne et de la culture sportive, si on est garant de tout cela, il faut que nos futurs professeurs, ceux de demain, parce qu'aujourd'hui je pense qu'on en a raté quelques-uns depuis quelques années, il faut que les professeurs de demain soient réinvestis de culture sportive, mais en allant à la rencontre de la culture sportive, pour pouvoir mesurer l'évolution de l'objet sport, et en même temps de pouvoir mesurer du coup comment on peut le didactiser, le transformer dans l'école pour le rendre digeste et accessible à tous les élèves. Je dirais qu'il y a du B2B là-dedans. Il faudrait regarder les idées d'un côté comme de l'autre. Je pense qu'on peut s'enrichir mutuellement. Moi, je n'ai jamais opposé le sport et l'école. Je considère que chaque singularité de chacune des deux parties peut enrichir l'autre. Et c'est pas anodin si de grands entraîneurs c'est pas anodin si le handball fait de la performance et que dans le handball, c'est la fédération dans laquelle on retrouve le plus de profs de PS. Moi, je suis élu au CNESF aujourd'hui. Donc, je suis membre de ce conseil d'administration. Donc, évidemment, j'y arrive avec le rôle que doit jouer l'UNSS, c'est-à-dire à la fois faire de l'éducation par le sport, ouvrir potentiellement des passerelles vers le monde fédéral. Mais cette passerelle-là, elle n'est pas innée, elle n'est pas prédigérée, elle n'est pas préécrite. Elle doit se construire avec la fédération concernée. Que veut la Fédération française de badminton? Que nous produisions ensemble pour se garantir qu'un élève qui a découvert le badminton à l'UNSS puisse le pérenniser à travers d'un club. Moi, je préférais 200 fois que mes gamins qui sont passés par l'école et qui sont passés par l'UNSS puissent avoir, au moment de leur émancipation sportive, l'envie de rejoindre un club de badminton. Et s'ils ont envie de le faire avant, à moi de trouver les formats de compétition adaptés pour ne pas l'exclure de mes compétitions. Parce que la problématique, c'est quand ces élèves-là progressent beaucoup, parce qu'ils font à la fois du club et de l'école, on a quelques collègues professeurs de PS qui ne veulent plus les voir sur les terrains de sport de l'école. C'est tout à fait anormal. On ne peut pas, nous, être ceux qui formons et qui engageons les élèves vers une pratique sportive, et quand un élève fait dire « moi, merci, monsieur le prof, vous m'avez engagé, j'y prends du plaisir, je veux en faire plus, je vais dans un club, et quand je reviens, vous me dites que je suis trop fort ». À qui est-ce le devoir de s'adapter?
à nous, dans nos formats de compétition? Oui, je le crois, puisque je vous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, l'article 1er du Code de l'éducation, je n'ai pas le droit d'exclure un élève de l'UNSS, moi, parce que je suis censé accueillir tous mes élèves. Je vais le dire honnêtement, moi j'ai découvert l'escalade à 50 ans, parce qu'à mon époque de ma formation, ce n'était pas une activité scolaire. Donc on ne nous préparait pas à l'UREPS à enseigner de l'escalade. Et à un moment donné, quand je deviens inspecteur pédagogique et je suis censé inspecter des professeurs en escalade, si je ne connais pas l'objet, je vais avoir du mal à parler de décalage optimum entre ce que propose le professeur et ce qu'apprend l'élève, réellement, au regard de ce que impose une surface artificielle d'escalade. À 50 ans, je me suis inscrit dans un club d'escalade pour aller toucher de la résine. Je me suis fait former par des collègues professeurs de PS, plutôt experts de la discipline. C'est une obligation professionnelle, je dirais, que comment peut-on rester professeur de PS tout au long de sa vie sans se remettre en question sur ses acquis antérieurs? Ça fait partie de la professionnalité, je dirais, de chacun. Le devoir de formation, ça ne veut pas dire qu'il y a obligation de l'État à fournir la formation. Certes, il fait de l'accompagnement en formation continue, mais il ne peut pas répondre à toutes les problématiques. Et quand l'État ne peut pas y répondre, est-ce que ça m'interdit d'aller voir ailleurs? Non. Mais je voudrais louer quand même le travail qui a été conduit depuis son arrivée par Philippe Limousin à la DGESCO, qui est un ancien professeur de PS, qui a un peu un parcours aussi comme le mien, qui est passé par une fédération, et qui a été directeur technique national, qui a développé avec les services du ministère, et notamment la DNE avec Magistère, ce que vous évoquiez à l'instant. C'est-à-dire un magistère qui permet d'avoir, dans un même temps de formation, l'expertise sur l'objet, parce qu'on fait intervenir des cadres d'État du ministère des Sports ou de la fédération concernée dans ce magistère, et en même temps l'expertise pédagogique et didactique de professeurs de PS experts qui combinent leurs compétences et leurs expertises pour faire une proposition à travers un magistère. On fait la formation théorique à distance, parce que c'est les nouvelles. Voilà, on déplace moins les professeurs, et tant mieux, parce que venir au niveau national pour entendre des conférences, aujourd'hui le numérique le fait très bien, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, pouvoir parler à tout le monde. On pourra s'adresser à un plus grand nombre, et ensuite charge aux écoles académiques de la formation continue à mettre en œuvre ce qui va se passer en pédagogie. Quelles pistes pédagogiques pouvons-nous développer au regard de la double expertise conjuguée? Et ça se fait sur le terrain de l'académie parce que ça doit se faire en contexte. Et je dirais que si je prends les fédérations sur lesquelles il y a eu un magistère, aujourd'hui sur le football par exemple, le football qui se fait à Lille n'est pas forcément le football qui se fait à Toulouse. Et pour autant, le football en soi, d'un point de vue didactique et pédagogique avec des professeurs experts et d'un point de vue objet, football, évolution des techniques, des tactiques, etc., sur un magistère, on peut en faire bénéficier tout le monde. Après, sur les mises en œuvre, il faut qu'elles soient localisées. C'est tout ce qu'a conduit Philippe Limousin, il faut l'en louer, avec les services de la DGESCO. On a pu mobiliser le service de la formation sur la mise en œuvre de ces magistères, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourrait continuer à accroître un engagement, qui n'est pas très coûteux financièrement. En fait, c'est vraiment ce que je souhaite voir se transformer à l'UNSS. Nous avons de très beaux programmes, nous avons un très beau projet national de développement du sport scolaire. Une vision est définie, des objectifs ont été formalisés, des pistes de mise en œuvre ont été proposées, et on demande de faire de la déclinaison territoriale. Mais on a beaucoup d'actions autour de cela qui ne sont pas directement rattachées à ce PNDSS. Ça veut dire qu'on n'a pas su faire. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est potentiellement le lien entre notre vision et nos actions. Donc en fait, ce sont nos programmes. Et nos programmes, aujourd'hui, il fallait leur donner un cadre. Et donc, dans un premier travail de réflexion avec les directeurs nationaux adjoints, nous avons redéfini au final la mission de ces programmes, aux différents âges de la vie, comme je le disais tout à l'heure, en pensant le collégien, le lycéen, et avec de la TIPI, le lycéen de la voie technologique et le lycéen de la voie pro. Donc avec des formes de singularisation de nos programmes. Dans tous les cas, on va se donner 3 grandes étapes de travail. Une étape de sensibilisation, découverte, ce que vous disiez tout à l'heure, on est un lieu de découverte, de sensibilisation à plein de choses, à des prises d'initiative, des prises de responsabilité, des pratiques sportives. Ensuite, éducation-formation. On va éduquer à
à travers le sport. Voilà, c'est nos éducations A. Et on va éduquer donc à quelque chose qui va pouvoir se concrétiser dans l'école chez le lycéen pour moi. Et donc j'ai rajouté à nos programmes la troisième étape qui s'appelle engagement. C'est pour ça que Édouard Andréasson a récupéré le pôle éducation et engagement. Je voudrais qu'on arrive à faire en sorte que les programmes de l'UNSS permettent aux élèves qui fréquentent l'UNSS de vivre une action, une ou plusieurs actions d'engagement pendant leur vie à l'UNSS. Leur fait vivre un temps bénévole auprès d'autres associations qui défendraient les mêmes enjeux que nous. C'est-à-dire contribuer à une éducation à la santé par le sport, contribuer à une socialisation par le sport, contribuer à un engagement personnel pour entretenir ma vie physique par le sport. Tous ces éléments-là, qui sont au cœur au final de la vision de l'UNSS et de la mission qu'elle est censée rendre, on puisse, une fois qu'on les a sensibilisés, éduqués, formés nos élèves, qu'on puisse les engager et qu'ils vivent leurs premières expériences d'engagement en lien, on pourrait dire comme dans les cordées de la réussite, on parlait des cordées de la réussite, mais potentiellement comme ça se fait aussi dans les cités éducatives, en ayant repéré des associations qui pourraient devenir des associations partenaires de l'UNSS dans lesquelles on pourrait retrouver ce parcours vertueux. On a rencontré, il n'y a pas si longtemps, l'association Alice Mia, voilà, qui a été reconnue sur tout le travail autour de la féminisation, qui a été un gros partenaire pendant les Jeux Olympiques, qui a été tout récemment valorisé par le CNOSF aussi sur sa capacité à faire. Pour tous les jeunes gens et jeunes filles qui seraient intéressés pour investir au final la place des femmes dans le sport et de pouvoir contribuer à ce développement-là, de la femme des places dans le sport, et bien, voilà, on pourrait très bien signer une convention de partenariat avec l'association Alice Mia pour défendre ces objets-là et les partager. Et surtout donner un lieu d'engagement pour les élèves qui seraient moins contraints par le mercredi après-midi pour ces lycéens-là. Parce que l'engagement associatif, potentiellement, il se ferait à d'autres moments. Voilà. Par contre, on a besoin, nous, de le garantir en sécurisation. Et quand je dis en sécurisation de l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire à la fois institutionnel, juridique et assurantiel. Parce que quand nos élèves, si ce programme-là se fait à travers l'UNSS, il faut qu'on garantisse que l'élève soit bien pris en charge sur tous ces enjeux-là. Voilà, ça demande un peu de travail, mais c'est exactement le projet que je souhaite voir se développer à horizon 2028. Alors, sur cette question-là, je pense qu'il ne faut pas confondre ce qui nous aide nous-mêmes à développer notre projet et ce sur quoi on peut agir, et en même temps ce qui nous sert dans la mise en œuvre de notre projet et sur lequel on ne peut pas agir. Si on évoquait le transport des élèves, à titre d'exemple, moi je peux considérer que se déplacer en car c'est très polluant et que je préférerais mettre en place du train. La réalité, aujourd'hui, c'est que le train ne dessert pas les territoires éducatifs ruraux, en totalité. Donc c'est-à-dire que je vais générer des zones blanches, sur lesquelles les élèves n'auront plus droit au service public d'éducation par le sport. Si je devais opter de manière drastique sur un déplacement, entre guillemets, plus propre, voilà, avec un déplacement en train. Le temps qui m'est imparti pour faire vivre ce projet d'éducation par le sport ne me le permet pas non plus. Ça veut dire que mes rencontres du mercredi devraient commencer à 1h et finir à 1h pour me garantir qu'on puisse être dans un train qui me ramène à la maison. Aussi. Vous voyez, donc en fait, c'est toujours une problématique. Éduquer ne veut pas dire faire des passages en force. Par contre, si je regarde ce qui se fait sur les rencontres, on a plutôt installé de la durabilité sur tous les objets qui sont mis à disposition des élèves. Aujourd'hui, un élève vient avec sa gourde. Un élève, hier on avait les fameuses éco-cups. Voilà, donc chacun avait son mug ou son verre plastique qu'il allait conserver pour boire tout au long de son déroulement et il repartait avec. Donc on a de moins en moins de poubelles autour de nos événements. Voilà. On a aussi travaillé sur la structure elle-même à veiller à ce qu'on fasse des achats durables. C'est-à-dire qu'on arrête d'acheter des choses en papier qui se déchirent et qui se jettent. On essaie d'acheter, voilà, ce que vous voyez derrière moi, potentiellement des kakémonos transportables, donc mutualisables, donc on en achète moins, et derrière, qui permettent de garantir une communication de l'UNSS et qui vont se réutiliser, qui vont s'amortir sur plusieurs années. Voilà, donc je pense qu'on a, d'un point de vue
durabilité, parce qu'en fait, on regarde ça d'un point de vue des objectifs liés à la soutenabilité et au développement durable. On s'inscrit dans ce que produit l'Europe. On travaille bien sur des objets de santé aussi des élèves, c'est-à-dire qu'on veille aussi à éduquer, à faire entrer du sport dans le quotidien de chaque enfant pour éviter d'avoir des dépenses de santé augmentées à l'âge adulte. Ce que dénoncent nos collègues de l'ONAPS. Quand on dit qu'aujourd'hui on a des maladies de l'adulte qui arrivent chez l'adolescent et chez le jeune adulte, alors qu'elles apparaissaient hier chez l'adulte de plus de 40 ans, on a un sujet avec le diabète de type 2. Voilà. Et donc on regarde cela. L'apport du numérique dans nos rencontres et nos compétitions fait qu'aujourd'hui on a de moins en moins de papier et qu'on fait de la transmission numérique. Mais ça nous expose au risque. Le numérique, c'est aujourd'hui le nouveau levier pour faire de l'argent pour des hackers et qui vont chercher sur la toile la possibilité de trouver un moyen de financer au final de la sécurité. Mais parce qu'ils investissent nos failles. Et les failles de sécurité, nous on en a eu, mais pas plus tard qu'avant la semaine dernière, à l'Académie de Lille, on a vécu. Voilà, donc en fait, tout est attaquable aujourd'hui parce que ça évolue en permanence. Et ce qui était sécurisé hier ne le sera plus demain. C'est une réalité. Voilà, donc en fait, je dirais que toutes ces questions d'écologie ne sont pas centrées uniquement sur l'environnemental. L'environnemental, je pense que les activités qui sont proposées chez les élèves qui sont originales, c'est par exemple ces raids nature qui nous permettent d'investir des terrains naturels et pour en faire la démonstration que si on veut en faire un lieu de pratique sportive ou un lieu de vie associative, il faut le préserver le plus longtemps possible. Pour le préserver, il faut avoir des conduites nobles. Et les conduites nobles, c'est de ne pas polluer, pas jeter de déchets ou partir et laisser un endroit aussi propre qu'on l'a trouvé en arrivant. Il y a des territoires qui sont plus sensibles que d'autres. On a fait une visite dans l'Académie de Limoges, la Corrèze et la Creuse. Les activités de nature, on les retrouve comme prioritaires, parce que les gamins baignent dans cet environnement-là. Je dirais que l'Académie de Paris, parler de la nature dans l'Académie de Paris, c'est un vrai sujet. Il faut déplacer les élèves. Donc on devient polluant pour faire découvrir ce qu'est un environnement naturel aux élèves. Voilà, parce que nos bases de loisirs restent des environnements artificiellement créés. Et on va y aller en RER, c'est sûr, on est moins polluant, ou en train. Mais sur place, on est dans un environnement naturel, artificialisé, parce qu'on a fait de la construction aménagée pour garantir des pratiques sportives à tous les élèves. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Je dirais que ce que fait aujourd'hui la Fédération française de ski nautique wakeboard en développant le wake avec des câbles électriques nous permet d'avoir une offre de pratique vers les élèves qui devient une offre de pratique un peu originale, un peu fun, un peu intéressante et qu'on va retrouver sur des bases de loisirs et qui peut être d'actualité et qui peut amener de l'innovation dans les pratiques sportives à l'UNSS. Voilà, et en même temps, ça veut dire que pour aller sur ces pratiques-là, on s'est garanti du savoir nager. Donc il y a des passages obligés qui répondent aux enjeux qui sont ceux de la République, qui sont celles d'avoir fait 2 fondamentaux sportifs, savoir rouler et savoir nager, et donc de les concrétiser par une activité nautique ou une activité aquatique qui sensibilise un peu les gamins. Et en même temps à l'environnement, puisque voilà, on n'est pas sur un bateau tracté qui pollue avec de l'essence. Dans nos pratiques scolaires, un câble nous irait très très bien. Voilà, je dirais qu'il y a de nombreuses pistes qui pourraient être encore discutées du point de vue de l'environnement et de l'écologie, mais ça fait partie de ce pilier éducation et engagement sur lequel Édouard Andréassian travaille avec les 2 collègues d'ENA en charge de cet environnement-là. Mais ça va de la santé pour soi, je dirais, à la santé de cette terre qui nous accueille et qu'on doit préserver le plus longtemps possible.